Mon frère a couché avec ma fiancée pendant 2 ans. Quand ils ont été découverts, ma famille les a défendus comme si j'étais le problème. J'ai discrètement déménagé en Occitanie, j'ai changé de nom, et j'ai regardé tandis que leur petit monde parfait s'effondrait complètement. Mon nom est Alexandre. J'ai 33 ans et ma propre famille m'a piégé pour que je co-signe un prêt qu'ils ont utilisé pour me ruiner après que mon frère a couché avec ma fiancée. Avant de vous raconter comment j'ai fini par posséder leurs dettes et tenir le sort de leur maison entre mes mains, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. J'adorerais voir jusqu'où cette histoire atteint. Tout est arrivé à un point culminant un mardi après-midi, un de ces mardis d'Occitanie oppressifs de chaleur. J'étais dans mon bureau, fixant un jeu de plans structurels pour un nouveau complexe commercial quand mon assistante Maria a frappé sur l'encadrement de la porte. « Alexandre, ceci est arrivé pour vous par courrier recommandé », dit-elle, tendant une enveloppe impeccable de couleur crème. Mon nom légal complet y était. Alexandre Dubois, mais en dessous, entre parenthèses, se trouvaient les mots que j'avais passé 5 ans à essayer d'enterrer, précédemment connus sous le nom d'Alexandre Lefebvre. Une froide appréhension, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, m'a envahi. J'ai pris l'enveloppe. Le papier semblait lourd, important. L'adresse de l'expéditeur était un cabinet d'avocats en Auvergne-Rhône-Alpes. Ma vieille vie. Je l'ai ouverte avec un coupe-papier. Mes mains étaient stables malgré le battement soudain dans ma poitrine. À l'intérieur se trouvait un avis formel de recouvrement de créances et une convocation à une médiation obligatoire. Le montant était ahurissant, bien au-delà de 6 chiffres. Le prêt était au nom de mon père, Robert Lefebvre, et le co-signataire était listé comme son fils, Alexandre Lefebvre. La garantie du prêt était la maison dans laquelle j'avais grandi. La maison que mes parents étaient sur le point de perdre. Ils venaient pour moi. Après 5 ans de silence, ils m'avaient trouvé. J'ai regardé les documents, la montagne de dettes qu'ils avaient accumulées, le jargon juridique menaçant de saisie sur salaire, de privilèges, de poursuites. Ils pensaient m'avoir acculé. Ils pensaient que j'étais toujours le même fils malléable qu'ils avaient manipulé et rejeté. Un sourire lent et froid s'était tiré sur mon visage. Il avait probablement l'air terrifiant. Ils n'avaient aucune idée de qui était Alexandre Dubois. Ils n'avaient aucune idée que, pendant les 5 dernières années, je ne construisais pas seulement des gratte-ciel. Je construisais une forteresse, et ils venaient de me remettre les clés de leur propre prison. J'ai pris mon téléphone, mon pouce hésitant au-dessus des numéros de mes parents, de mon frère. L'envie de déchaîner 5 ans de rage refoulée était immense. Mais ce n'était pas le plan. La rage est désordonnée. Je suis ingénieur. Je traite de précision. Au lieu de cela, j'ai composé le numéro de mon avocat. David, dis-je, ma voix aussi calme et plate qu'une dalle de béton. C'est Alexandre Dubois. Alexandre, je me demandais quand tu appellerais, répondit-il, sa voix professionnelle est prête. Ils ont fait leur coup, dis-je, fixant la skyline de Toulouse par la fenêtre. Celle que j'appelais maintenant ma maison. Ils essaient de me ramener. Préparons tout. C'est le moment de commencer. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez comprendre ma famille. En apparence, nous étions le rêve typique, une jolie maison à 2 étages dans une banlieue tranquille d'Auvergne-Rhône-Alpes, un père qui tenait son propre petit atelier de menuiserie, une mère qui était la matriarche de la maison et 3 enfants. Mais sous ce vernis, notre famille fonctionnait selon une règle simple et tacite, il y avait Sébastien, et puis il y avait le reste d'entre nous. Sébastien était mon frère cadet. C'était l'artiste, l'esprit libre, ce qui, dans le code familial, signifiait un gars incapable de garder un emploi plus de 3 mois et qui, à 26 ans, vivait toujours au sous-sol de nos parents, écrivant de la mauvaise poésie et de pires chansons encore sur sa guitare perpétuellement neuve. Ma mère, Marguerite, l'appelait « l'enfant d'or ». Ce n'était pas une plaisanterie. Elle voyait en lui une lueur de génie que personne d'autre ne pouvait voir, encore moins ses anciens employeurs. Et puis il y avait moi. J'étais le responsable, le réparateur, celui qui a commencé à travailler dans la construction à 16 ans pour économiser pour l'université parce que je savais que personne n'allait me la donner. J'étais celui qui s'est payé des études d'ingénieur, travaillant des heures éreintantes, rentrant couvert de poussière de plâtre et d'épuisement pendant que Sébastien se trouvait. Ma mère me regardait, fatiguée et sale, et disait des choses comme « Tu devrais vraiment te reposer davantage, Alexandre. Tu as l'air tellement épuisé. » Puis elle se tournait vers Sébastien, qui venait de se lever à midi, et le félicitait d'avoir eu le courage de suivre ses rêves.
L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ma sœur cadette, Camille, était prise au milieu. Elle était calme et observatrice, la seule qui semblait voir les fissures dans les fondations de notre famille. Elle me lançait souvent un regard de sympathie quand ma mère se lançait dans un autre monologue sur le potentiel inexploité de Sébastien. Mais elle était trop effrayée pour jamais s'exprimer. Je ne pouvais pas la blâmer. La désapprobation de ma mère était une arme qu'elle maniait avec une précision chirurgicale. Malgré tout cela, je construisais une vie pour moi-même. J'avais un bon emploi dans un cabinet d'ingénieurs de renom à Lyon. Et j'avais Sophie. J'ai rencontré Sophie sur un site près de l'école primaire où elle enseignait. Elle était douce, drôle, belle. Elle semblait me voir pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais apporter. Nous sommes tombés amoureux. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression de construire quelque chose pour moi-même, et pas seulement de maintenir les choses pour les autres. Après 2 ans, je savais que je voulais l'épouser. J'ai choisi une bague, un beau diamant solitaire simple que je savais qu'elle aimerait. Pour pouvoir me l'offrir, j'ai pris toutes les heures supplémentaires que je pouvais. Je travaillais 12, parfois 14 heures par jour. Je rentrais épuisé, et Sophie était là, ou du moins je le croyais. Elle a commencé à passer beaucoup de soirées dans son propre appartement, disant qu'elle avait besoin d'espace parce que mon horaire de travail était tellement fou. Cela avait du sens à l'époque. Le véritable piège, celui qui allait devenir l'encre légale qu'ils utiliseraient pour essayer de me traîner vers le bas des années plus tard, a été tendu un dimanche soir. Je venais de rentrer d'un week-end de travail. Mon père, Robert, et ma mère m'ont appelé dans le salon. Ils avaient des expressions sérieuses sur leur visage. Alexandre, commença mon père, se déplaçant nerveusement de poids. Il ne pouvait jamais me regarder dans les yeux pendant ces conversations. Ta mère et moi avons parlé. Les affaires de l'atelier sont un peu lentes. Je cherche à m'étendre, à acheter du nouvel équipement, peut-être à embaucher un assistant. Il faut de l'argent pour faire de l'argent, tu sais. Je savais que son atelier de menuiserie était plus un hobby qui rapportait à peine de quoi couvrir les frais. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, alors quel est le plan ? Ma mère a pris la relève. Sa voix était douce et raisonnable. Nous avons demandé un petit prêt commercial. Une bonne somme, assez pour vraiment faire démarrer les choses pour ton père. Le fait est que la banque veut un cosignataire, juste une formalité, vraiment, étant donné ton emploi, ton revenu stable. Tu es la personne parfaite. J'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac. J'étais bon avec les chiffres. Je savais que l'entreprise de mon père n'était pas un investissement solide. Je ne sais pas, dis-je. Co-signer est une grande responsabilité. Quelles sont les conditions ? Oh, ne t'inquiète pas pour les détails, chérie, dit Marguerite en agitant une main dédaigneuse. Ton père s'occupera de tous les paiements. C'est juste pour montrer à la banque que nous sommes une famille forte et stable qui se soutient mutuellement. Tu as toujours été si responsable, Alexandre. Nous te demandons juste de faire ce que tu fais le mieux, être le roc de cette famille. Le voyage de culpabilité était magistral. Elle présentait mon hésitation comme une trahison. Mon père restait assis là, regardant ses mains, un complice silencieux. Camille, qui était assise dans un coin en train de lire, leva les yeux vers moi avec de grands yeux inquiets. Elle savait que quelque chose n'allait pas, c'est pour mon rêve, fiston, marmonna mon père. Pour enfin faire quelque chose de l'atelier. Mon rêve. C'est le mot qui m'a touché. J'avais un rêve aussi, un rêve d'une vie avec Sophie, d'une maison à nous. Mais mes rêves semblaient toujours venir avec une étiquette de prix que je devais payer moi-même. Leur rêve, cependant, devait être financé par mon sens du devoir. Contre mon meilleur jugement, contre les alarmes qui hurlaient dans ma tête, j'ai accepté. Une semaine plus tard, j'étais à la banque, signant mon nom sur une pile de papiers que j'avais à peine eu le temps de lire. Je mettais mon avenir financier en jeu pour eux parce que c'est ce que fait un bon fils, n'est-ce pas ? Quelques mois plus tard, la vérité a éclaté, pas la vérité sur le prêt qui viendrait plus tard, mais une vérité beaucoup plus personnelle et bouleversante. C'était un mercredi. J'étais censé être sur le chantier jusqu'à tard, mais une livraison de béton a été annulée, et notre contremaître nous a renvoyés chez nous tôt. J'en étais en fait heureux. Pour une fois, je pouvais surprendre Sophie, peut-être l'emmener dîner dans un bon restaurant. Je me suis garé devant chez nous, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je suis entré. La maison était silencieuse, mais je pouvais entendre de la musique venant de notre chambre à l'étage.
C'était notre chanson. Une mélodie acoustique lente sur laquelle nous avions dansé pour notre premier anniversaire. Un sourire a effleuré mes lèvres. Peut-être préparait-elle une surprise pour moi. J'ai monté les escaliers 2 par 2, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. J'ai poussé la porte de notre chambre, et mon monde s'est effondré. Ils ne m'ont même pas entendu entrer. Sophie était dans notre lit, le dos tourné à la porte. Et avec elle, le visage enfoui dans ses cheveux, se trouvait mon frère Sébastien. Notre chanson passait doucement sur les enceintes de la table de chevet. L'air a quitté mes poumons. C'était comme être frappé par un camion. Le choc était si profond. C'était le silence. Il n'y avait pas de son, pas de respiration, juste un rugissement blanc et chaud dans mes oreilles. J'ai dû faire une sorte de bruit, un halètement ou un étouffement, car la tête de Sébastien s'est relevée d'un coup, ses yeux élargis par la panique. Il s'est précipité hors du lit, s'enroulant dans un drap. Sophie s'est assise lentement, son visage un masque non pas de culpabilité, non pas de honte, mais d'agacement. Elle me regardait comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, comme si j'interrompais quelque chose de privé et de sacré. « Alexandre, dit-elle, sa voix froide. Tu es rentré tôt. » Je ne pouvais pas parler. Les mots étaient piégés derrière un mur de nausée. Mon regard a oscillé entre mon frère, l'enfant d'or qui ne pouvait rien faire de mal, et ma fiancée, la femme pour qui je me tuais à la tâche. Sur ma table de chevet, à côté de l'enceinte qui jouait notre chanson, se trouvait la boîte en velours contenant sa bague de fiançailles. J'avais prévu de la demander en mariage ce week-end. Depuis combien de temps ai-je finalement réussi à articuler? La question semblait petite et pathétique face à une trahison aussi monumentale. Sophie n'a pas scié. Elle a remonté le drap jusqu'à son menton, ses yeux fixant les miens. 2 ans, dit-elle. 2 ans. Le calcul était écœurant. Cela avait commencé presque dès que nous avions emménagé ensemble. Toutes ces soirées où elle était dans son appartement. Toutes ces fois où Sébastien était censé avoir une poussée de créativité au sous-sol. Ce n'étaient pas des événements séparés. C'était une conspiration contre moi qui se déroulait sous mon propre toit. Nous avons une connexion spéciale, Alexandre, dit Sophie, comme si cela expliquait tout. Une connexion que tu ne comprendrais pas, j'ai regardé Sébastien. Il ne pouvait pas soutenir mon regard. Il restait là, bégayant, pathétique. Je ne voulais pas que cela arrive, mec. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je me suis retourné, suis sorti de la pièce, suis descendu les escaliers, et suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans mon pick-up et j'ai juste conduit. Je n'avais pas de destination. J'avais juste besoin d'échapper aux rayons d'explosion de ma propre vie. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie stupide et folle de moi a pensé qu'elle appelait pour offrir du réconfort, pour exprimer son indignation en mon nom. J'avais tort. Alexandre, je viens de parler à Sophie, dit-elle, sa voix dégoulinante de déception. Et Sébastien. Tu as vraiment besoin de te calmer et d'arrêter de faire une scène pareille. J'étais sans voix. J'ai serré le volant, mes jointures blanchissant. Une scène? Maman, est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils ont fait? Sophie a expliqué que vous vous êtes éloigné, dit-elle, ignorant complètement ma question. Et tu sais à quel point Sébastien est sensible. Il se connecte juste avec les gens à un niveau plus profond. Tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Honnêtement, Alexandre, tu as été tellement concentré sur le travail. À quoi t'attendais-tu? Le blâme. Elle me blâmait d'avoir été trahi, d'avoir travaillé dur. C'était la logique la plus tordue et la plus insensée que j'ai jamais entendue. Alors, c'est ma faute, demandai-je, ma voix dangereusement basse. Je ne dis pas que c'est ta faute, dit-elle, son ton sous-entendant exactement ce qu'elle disait. Je dis juste que tu dois être plus compréhensif. La famille est compliquée. Tu ne peux pas tout jeter à la poubelle à cause d'une petite erreur. Une petite erreur. 2 ans de mensonges et de tromperies dans mon lit avec mon frère. Une petite erreur. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, qui était déjà en morceaux. C'était quelque chose de plus profond. La croyance fondamentale que la famille, à la base, était une source de soutien. Cette croyance est morte là même, sur une autoroute sombre, à travers le petit haut-parleur de mon téléphone. Je dois y aller, maman, dis-je,
ma voix vide. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas seulement ma relation avec Sophie qui était terminée. Tout était terminé. Ma vie dans cette maison, mon rôle de fils responsable, ma place dans cette famille, tout était un mensonge. Et j'en avais assez de le vivre. Les jours qui ont suivi ont été un flou de torpeur vide. J'ai séjourné dans un motel bon marché à la périphérie de Lyon, le genre avec des moquettes tachées et l'odeur persistante de fumée de cigarette. J'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade. Je n'ai pas mangé. Je me suis juste contenté de fixer le plafond, rejouant cette scène dans ma chambre encore et encore. Chaque relecture était un nouveau tour de couteau. La partie la plus obsédante n'était pas la trahison elle-même, mais la réaction de ma mère. Sa défense immédiate et instinctive de Sébastien et Sophie avait exposé le noyau pourri de ma famille d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Je n'étais pas seulement le cœur brisé. J'étais fondamentalement sans abri, chassé du seul endroit censé être mon sanctuaire. Camille a été la seule à me contacter avec un semblant de bon sens. « Alexandre, je suis tellement désolée, murmura-t-elle au téléphone, comme si elle se cachait dans un placard. Ce qu'ils ont fait, c'est mal. Maman, elle essaie de réécrire l'histoire. Elle dit à tout le monde que tu as surréagi. Il n'y a plus rien à quoi réagir, dis-je, ma voix rauque. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle, sa voix tremblant. Je ne sais pas encore, ai-je menti. Mais même en disant cela, un plan froid et dur comme l'acier commençait à se former dans le fond de mon esprit. Le point de rupture, le moment qui a solidifié ma détermination, est arrivé une semaine plus tard. C'était Thanksgiving, un jour pour la famille. L'ironie était suffocante. Ma mère m'a appelé, sa voix d'une douceur écœurante. Alexandre, chéri, quoi qu'il soit arrivé, nous sommes toujours une famille. C'est Thanksgiving. Tu dois rentrer dîner. Nous te manquons tous. Une partie de moi, la partie qui désirait encore désespérément une famille normale, a envisagé l'idée. Peut-être que si je me présentais, ils verraient la douleur qu'ils avaient causée. Peut-être y aurait-il des excuses. C'était une stupide espérance, la dernière lueur d'un feu mourant. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, l'estomac noué. J'ai monté l'allée et j'ai regardé à travers la grande fenêtre de la salle à manger, et ce que j'ai vu m'a arrêté net. Ils étaient là, réunis autour de la table, ma mère, mon père, et Sébastien. Et assise à côté de Sébastien, lui tenant la main, se trouvait Sophie. Mais ce n'était pas tout. De l'autre côté de la table, riant et bavardant avec ma mère, se trouvaient les parents de Sophie. Ils m'avaient remplacé. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient accepté le nouveau couple. Ils les avaient intégrés. Ils avaient invité sa famille chez nous, un aval public de la trahison. Ils construisaient une nouvelle famille sur les cendres de ma vie. Et ils le faisaient le jour de Thanksgiving, un jour où j'étais censé être là. J'ai vu mon père, Robert, lever les yeux et croiser mon regard à travers la fenêtre. Il n'a pas fait signe. Il n'avait pas l'air honteux. Il a juste détourné le regard, se repliant sur son assiette. Un lâche dans sa propre maison. Je ne suis pas entré. Je suis juste resté là dans le froid. Un fantôme regardant une vie qui n'était plus la mienne. Ce fut le moment où la dernière lueur d'espoir mourut. Elle fut remplacée par autre chose, une certitude froide et claire. Je suis remonté dans mon pick-up, j'ai conduit jusqu'à un McDonald's voisin et j'ai mangé un sandwich MC Chicken seul sur le parking. Ce fut le dîner de Thanksgiving le plus pathétique et le plus libérateur de ma vie. Assis là, sous les lumières fluorescentes qui bourdonnaient, j'ai fait un vœu, je ne les laisserai pas me briser. Je ne laisserai pas leur réalité tordue devenir la mienne. Je disparaîtrai, mais je le ferai à ma manière, à mes conditions. Le lendemain, ma retraite stratégique a commencé. Ce n'était pas une fuite paniquée. C'était une démolition calculée de ma vieille vie. Après tout, je suis ingénieur. Je résous des problèmes. Et ma famille était devenue une défaillance structurelle qui devait être isolée avant qu'elle ne s'effondre sur moi. Mon premier arrêt fut le cabinet de mon avocat. Pas un cabinet chic, juste un petit bureau pratique tenu par un homme nommé David, spécialisé en droit financier. Je l'avais trouvé grâce à un ancien professeur d'université. J'ai besoin de prendre les devants sur un problème, expliquai-je, exposant la situation avec le pré-cosigné. Je ne lui ai pas parlé de l'affaire. Il n'avait pas besoin de savoir.
Je lui ai juste dit que j'avais des raisons de croire que le prêt avait été obtenu sous de faux prétextes et que ma relation avec ma famille s'était irrémédiablement brisée. Ils vous ont utilisé, dit David, ses yeux parcourant la copie de l'accord que j'avais apporté. C'est un cas classique d'abus financier familial. Ils vous ont lié à eux avec cette dette. S'ils font défaut, ils vous entraîneront dans leur chute. Alors, que dois-je faire pour l'instant? Créer de la distance. Rendez-vous difficile à trouver. Une rupture nette est la meilleure défense jusqu'à ce qu'il bouge. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Ma prochaine étape fut la banque. Je suis entré dans une agence d'une banque nationale, une que ma famille n'utilisait pas, et j'ai ouvert un nouvel ensemble de comptes. J'ai systématiquement transféré chaque centime de mes anciens comptes joints vers le nouveau. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était la mienne, gagnée à la sueur de mon front. Ensuite, le téléphone. Je suis allé chez un autre opérateur, j'ai obtenu un nouveau numéro et un nouveau téléphone. Je suis sorti du magasin et j'ai jeté mon ancien téléphone dans une poubelle sans y penser à deux fois. J'ai coupé la ligne de communication principale. La partie la plus difficile fut le travail. J'ai pris rendez-vous avec mon patron, un homme dur mais juste nommé Didier Martin. Je lui ai exposé une version largement éditée de l'histoire. J'ai un grave problème familial, Didier, dis-je. Une situation toxique dont je dois me retirer complètement. Je ne peux pas rester en Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais que c'est peu probable, mais l'entreprise a cette grande succursale à Toulouse. Je demande un transfert. Il écouta patiemment, son visage illisible. Je pensais qu'il allait dire non, mais il hocha lentement la tête. J'ai vu votre travail, Alexandre. Vous êtes l'un de mes meilleurs employés. Je détesterais vous perdre, mais Toulouse aurait de la chance de vous avoir. Il voyait le désespoir dans mes yeux, l'épuisement. Je vais passer des appels. Pas de promesses, mais je vais voir ce que je peux faire. 2 jours plus tard, il m'a appelé sur mon nouveau numéro. Le transfert était approuvé. J'avais une date de début dans 2 semaines. La dernière étape fut la plus symbolique. J'ai engagé une petite entreprise de déménagement, le genre qui facture à l'heure. Je suis retourné à la maison que j'avais partagée avec Sophie pour la dernière fois. Elle n'était pas là. Sébastien n'était pas là. C'était vide. J'ai parcouru les pièces, un étranger dans ma propre vie. Je n'ai emballé que mes affaires personnelles, mes vêtements, mes livres, mes outils, mon diplôme accroché au mur. Tout le reste, les meubles que nous avions achetés ensemble, les appareils de cuisine, la vie que nous avions construite, j'ai tout laissé derrière moi. C'était souillé. Alors que les déménageurs chargeaient la dernière boîte dans le camion, j'ai trouvé la boîte de bagues de fiançailles sur ma commode. Je l'ai ouverte. Le diamant scintillait sous l'éclairage bon marché. J'ai pensé aux heures de travail épuisant qu'il représentait. Puis j'ai pensé à ce à quoi il était destiné, une promesse qui n'avait été qu'un mensonge dès le début. J'ai fermé la boîte, je suis entré dans la cuisine et je l'ai jetée dans la poubelle. Avant de partir en voiture, j'ai jeté un dernier regard à la maison. C'est là que j'ai été trahi. C'est là que ma famille a choisi mon traître plutôt que moi. Ce n'était pas une maison. C'était une scène de crime. J'ai envoyé un dernier message texte, mais pas à mes parents. C'était à Camille, je pars, monsieur j'ai un nouveau travail, un nouveau numéro. Je recommence. Ne leur dis pas où je vais. S'il te plaît. Je te contacterai dès que je pourrai. Prends soin de toi. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai bloqué tous les numéros associés à ma famille. Alors que je sortais de cette Auvergne-Rhône-Alpes en voiture, les montagnes rétrécissant dans mon rétroviseur, je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère. Je ne sentais rien. Une paix immense et vide. Je ne fuyais pas mes problèmes. Je roulais vers une solution. La solution était la distance. La solution était le silence. Et la partie la plus importante de mon plan, la partie que seul mon avocat connaissait, était le changement de nom. J'ai conduit jusqu'au palais de justice de la première grande ville que j'ai atteint en dehors de l'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai déposé les documents. C'était un étrange processus bureaucratique. Mais quand je suis sorti, je n'étais plus Alexandre Lefebvre. J'étais Alexandre Dubois, le nom de jeune fille de ma grand-mère. Un nom sans lien avec les gens qui m'avaient fait du mal. Alexandre Lefebvre était l'homme qui avait été trahi. Alexandre Dubois était l'homme qui allait construire une nouvelle vie, une vie plus forte à ses propres conditions.
Et s'il venait jamais le chercher, il trouverait un étranger et un combat pour lequel il n'était pas préparé. La première année à Toulouse fut une question de survie. Il s'agissait de mettre un pied devant l'autre et de ne pas regarder en arrière. La chaleur était une présence physique, un contraste saisissant avec l'air frais de la montagne que j'avais laissé derrière moi. Cela semblait purifiant, comme si l'humidité faisait transpirer les derniers vestiges de ma vieille vie hors de mes pores. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je m'y suis jeté avec une férocité qui frôlait l'obsession. Mon nouveau patron, un homme nommé Monsieur Martin, était un homme pragmatique, un vieux de la vieille sans fioriture, qui valorisait les résultats avant tout. Il ne se souciait pas de mon passé. Il se souciait de savoir si mes calculs de charges étaient précis et si mes projets respectaient le budget. Je lui ai donné tout ce que j'avais. J'étais le premier au bureau et le dernier à partir. Mon travail était propre, précis et toujours en avance sur le calendrier. En 18 mois, je suis passé d'ingénieur principal à chef de projet, supervisant ma propre équipe. Je construisais une nouvelle réputation, une nouvelle identité à partir de zéro. Alexandre Dubois était fiable. Alexandre Dubois était un leader. Alexandre Dubois était un homme qui faisait les choses. Personne ne connaissait Alexandre Lefebvre, l'homme qui avait été si profondément brisé. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. Il y avait des nuits où je m'asseyais seul dans mon appartement stérile, le silence si fort qu'il était assourdissant. Et les fantômes revenaient. L'image de Sophie et Sébastien dans mon lit. Le son de la voix de ma mère au téléphone, dégoulinante de pitié dédaigneuse. La vue de mon père détournant le regard à travers la fenêtre de la salle à manger. Ces nuits-là, la colère et le chagrin me submergeaient par vagues. Mais je ne les ai jamais laissés me noyer. Je me réveillais le lendemain matin, mettais mon costume et retournais au travail. Je construisais une digue contre le passé, un projet réussi à la fois. Mon seul lien avec ce passé était Camille. Tous les quelques mois, elle m'envoyait un courriel depuis un nouveau compte anonyme. Ces messages étaient une bouée de sauvetage et une source d'anxiété constante et légère. Elle me racontait comment les choses se passaient à la maison. Sébastien et Sophie avaient emménagé dans mon ancienne maison, celle que j'avais partagée avec Sophie. Ils jouaient à la petite maison avec ma vie. Sébastien ne travaillait toujours pas, content de vivre au crochet de mes parents et de l'argent que Sophie rapportait de l'enseignement. Ma mère traitait Sophie comme la fille qu'elle avait toujours voulu. Et le prêt, la bombe à retardement que j'avais co-signé, était une source de tension constante. Camille me transmettait des extraits de conversations qu'elle avait surprises. Mon père était stressé. Les paiements étaient sporadiques. Il reportait quand il le pouvait, payait le minimum quand il devait. Il le maintenait à flot, mais à peine. Il parle de toi parfois, écrivait Camille dans un courriel. Maman t'appelle ingrat. Elle dit aux gens que tu as abandonné la famille à cause d'une petite amourette. Papa reste silencieux. Je pense qu'il se sent coupable, mais il a trop peur d'elle pour l'admettre. Ces courriels étaient mes rapports de renseignement. Ils me tenaient informé. Ils me rappelaient contre quoi je me battais. Et je savais, avec la certitude d'un ingénieur calculant une charge de contrainte, que la structure de leurs mensonges finirait par s'effondrer. Ce n'était qu'une question de temps. Je ne me contentais pas de travailler et d'attendre, cependant. Je construisais une vie. Lentement, prudemment, j'ai commencé à aller à la salle de sport. J'ai exploré la ville, trouvant des joyaux cachés, des petits restaurants au parc tranquille le long des canaux. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Julie. Ce fut organique, simple. Elle était consultante en sécurité pour une entreprise de santé au travail et sa société avait été engagée pour un immense complexe industriel que je gérais. Elle était intelligente, directe et avait un rire qui pouvait percer le bruit d'un chantier de construction. Elle ne se laissait pas faire par qui que ce soit, y compris moi. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle a signalé un défaut dans le plan d'échafaudage de mon équipe que j'avais manqué. J'ai été impressionné. Nous avons commencé par des rencontres autour d'un café pour le travail, qui se sont transformées en déjeuners qui avaient de moins en moins à voir avec les protocoles de sécurité. Je me suis surpris à lui raconter des choses que je n'avais dites à personne. Pas tout au début, juste les grandes lignes, que j'étais venu en Occitanie pour échapper à une situation familiale toxique. La famille peut être la chose la plus difficile à quitter, dit-elle un après-midi, remuant son thé glacé. Mais parfois, c'est la seule façon de se sauver. Elle me raconta son propre passé, un père autoritaire qui avait essayé de contrôler tous les aspects de sa vie jusqu'à ce qu'elle finisse par couper les ponts au début de la vingtaine.
Elle comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre, le mélange étrange de culpabilité et de libération qui accompagne ce genre de décision. Avec Julie, je me sentais en sécurité. Je me sentais vu. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Après des mois d'amitié, je l'ai invitée à un vrai rendez-vous. Notre relation a grandi lentement, construite sur une base de respect mutuel et d'honnêteté. Finalement, je lui ai tout raconté, toute la sale histoire de Sébastien et Sophie, mes parents, le prêt, le changement de nom. J'ai tout déballé, m'attendant à ce qu'elle me voie comme un dommage collatéral, qu'elle prenne ses jambes à son cou. Elle a juste écouté. Quand j'ai eu terminé, elle a pris ma main sur la table. Alors, ils n'ont pas seulement brisé ton cœur, dit-elle, ses yeux pleins d'une empathie féroce. Ils ont essayé de briser ton avenir. Ce que tu as fait, Alexandre, construire cette nouvelle vie à partir de zéro. Cela demande une force que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Elle n'était pas seulement ma petite amie. Elle est devenue ma partenaire, ma famille choisie. Quand je lui ai parlé du prêt et du fait qu'un jour il ferait probablement défaut et viendrait me chercher, elle n'a pas scié. D'accord, dit-elle, sa voix ferme. Alors nous serons prêts pour eux. Pendant ce temps, je poursuivais ma propre guerre silencieuse. J'ai utilisé une partie de mes revenus, désormais substantiels, pour engager un détective privé en Auvergne-Rhône-Alpes, un professionnel discret qui me fournissait des rapports trimestriels sur la situation financière de ma famille. Les rapports confirmaient ce que Camille me disait, il se noyait dans les dettes. L'entreprise de mon père avait complètement échoué. Ma mère utilisait des cartes de crédit pour maintenir l'illusion de leur vie de banlieue confortable, et Sébastien ne contribuait en rien. Les rapports du détective privé révélaient aussi autre chose, le prêt initial que j'avais co-signé avait été refinancé, regroupé avec d'autres dettes. Les conditions étaient pires, le taux d'intérêt plus élevé. Il creusait le trou de plus en plus profondément. Par l'intermédiaire d'une série de sociétés écrans mises en place par mon avocat, David, j'ai commencé à agir. C'était une stratégie financière complexe. Nous avons commencé par racheter d'autres dettes plus petites. Mes parents avaient une carte de crédit impayée ici, un plan de financement de magasin là. Nous sommes devenus l'un de leurs nombreux créanciers anonymes. Ils n'en avaient aucune idée. Puis, environ 4 ans et demi après mon départ, la grande est arrivée. La banque, fatiguée des défauts de paiement et des restructurations, cherchait à se débarrasser de la dette toxique du prêt commercial de mon père. Elle voulait la vendre à prix réduit à une agence de recouvrement ou à une société d'investissement prête à prendre le risque. David m'a appelé le jour où il l'a appris. C'est ça, Alexandre. C'est notre chance. Nous pouvons acheter la note. Nous pouvons devenir leur seul créancier sur la dette principale. Faites-le, dis-je sans hésiter. Achetez tout. Cela a coûté une somme d'argent significative, une somme qui aurait été impensable pour l'Alexandre Lefebvre d'il y a 5 ans. Mais Alexandre Dubois était un homme différent. C'était un homme qui avait travaillé, économisé et investi judicieusement. C'était un homme qui comprenait que parfois il faut dépenser de l'argent pour acheter sa liberté. Une semaine plus tard, c'était fait. Une société écran, détenue à 100% par moi, était désormais le détenteur légal de la dette qui avait été l'encre me liant à mon passé. Je tenais la laisse. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'ils tirent dessus. Et 9 mois après cela, ils l'ont fait. L'avis final de défaut de paiement a été émis et la lettre recommandée de leur avocat convoquant Alexandre Lefebvre à une médiation a atterri sur mon bureau. Le piège qu'il m'avait tendu il y a 5 ans était sur le point de se refermer, mais c'était moi qui tenais la poignée. Le jour de la médiation, j'ai pris l'avion pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'était la première fois que je mettais les pieds dans cette région depuis 5 ans. L'air était froid et mince, un contraste saisissant avec l'air épais et humide de Toulouse. J'avais l'impression de pénétrer dans un souvenir. Je ne ressentais pas de nostalgie. J'avais l'impression d'être un général revenant sur un champ de bataille. Julie avait voulu venir avec moi pour un soutien moral, mais je lui ai dit non. C'était quelque chose que je devais faire seul. Enfin, pas entièrement seul. J'avais David, mon avocat, et Monsieur Martin. Obtenir la venue de mon patron fut étonnamment facile. Lorsque la convocation est arrivée, j'ai dû lui expliquer la situation. J'ai exposé toute l'histoire de manière professionnelle et factuelle. Je lui ai dit que leur stratégie serait de me dépeindre comme un fils ingrat et riche qui avait abandonné sa famille en difficulté, et que j'avais besoin d'un témoin de moralité qui pourrait parler de l'homme que j'étais maintenant,
et non du garçon qu'il pensait poursuivre. Martin, un homme qui respectait la force et méprisait la faiblesse, a écouté attentivement. Quand j'ai eu terminé, il a simplement hoché la tête. « À quelle heure est le vol ? » ? « Je serai là. » Personne ne s'en prend à mes gars. La médiation était prévue dans un cabinet d'avocats neutre au centre-ville de Lyon. Je suis entré, non pas comme le gamin abattu qui avait fui 5 ans auparavant, mais comme Alexandre Dubois, chef de projet pour l'une des meilleures entreprises d'ingénierie d'Occitanie, vêtu d'un costume parfaitement coupé qui coûtait plus cher que ma première voiture. Nous avons été conduits dans une grande salle de conférence, et ils étaient là. Mon père, Robert, semblait avoir 10 ans de plus. Ses épaules étaient tombantes, son visage marqué par l'inquiétude. Il ne me regardait pas. Ma mère, Marguerite, était assise, le dos droit, son visage un masque d'indignation vertueuse. Elle me fixait comme si j'étais un étranger qui s'était égaré dans la rue. Et Sébastien, mon frère, était pâle et agité, ressemblant encore plus à un garçon perdu qu'il ne l'avait fait à 27 ans. Sophie n'était pas là. Leur mascarade de relations n'avait apparemment pas été assez forte pour résister aux difficultés réelles. Ils avaient leur avocat avec eux, un homme à l'air lisse dans un costume coûteux qui m'a adressé un sourire condescendant. Ils m'ont vu, David et Monsieur Martin, et leurs expressions sont passées de confiantes à confuses. Ils s'attendaient à me voir arriver seul, la queue entre les jambes. Monsieur Lefebvre, commença leur avocat, s'adressant à moi. Merci d'être venu. Nous sommes ici pour résoudre la question de la dette importante que vous avez co-signée et que vos parents n'ont malheureusement pas pu honorer en raison de difficultés financières imprévues. David le coupa avant que je ne puisse réagir. Objection au nom, dit-il calmement. Le nom de mon client est Alexandre Dubois. Veuillez vous adresser à lui comme tel, un éclair de choc traversa le visage de leur avocat. Ma mère renifla audiblement. C'est Alexandre Lefebvre. Ne soyez pas ridicule. David posa un dossier sur la table polie et le fit glisser vers leur avocat. À l'intérieur, vous trouverez une copie certifiée du changement de nom légal, déposé et exécuté il y a 5 ans. Mon client n'a aucune obligation légale de répondre au nom de Lefebvre. Leur avocat ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant légèrement en lisant le document. Il regarda ma famille, une question silencieuse dans ses yeux. Ils étaient déjà sur la défensive. Soit, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Monsieur Dubois, le fait est que votre signature est sur le contrat de prêt original. Vous êtes légalement responsable de cette dette. Vos parents font face à une saisie. En tant que leur fils, un fils réussi, apparemment, vous avez une obligation morale et légale de arranger les choses. Il jouait la carte du fils, comme je savais qu'il le ferait. Monsieur Martin choisit ce moment pour parler. Je peux témoigner de la moralité de Monsieur Dubois, dit-il, sa voix grave emplissant la pièce et attirant l'attention. Je suis son supérieur direct depuis 5 ans. C'est l'homme le plus honorable et le plus travailleur de ma masse salariale. Il a bâti son succès à partir de rien grâce à sa pure détermination et à son intelligence. Toute suggestion qu'il se déroberait d'une manière ou d'une autre à un devoir moral est franchement insultante. Le visage de ma mère se colora de colère. Vous ne savez rien de notre famille, claqua-t-elle. Je reconnais un homme bon quand j'en vois un, madame, répondit froidement Martin. Et je sais à quoi ça ressemble quand les gens essaient de traîner un homme bon vers le bas. La pièce resta silencieuse un instant. Leur avocat, voyant son appel émotionnel échouer, se tourna vers les menaces légales. Quoi qu'il en soit, dit-il, sa voix se durcissant. La dette est réelle. La banque a initié des procédures de saisie. Nous sommes ici pour déterminer un plan de paiement pour que Monsieur Dubois assume la responsabilité du solde impayé de 370 000 €. Il dit le chiffre comme si c'était une condamnation à mort. Il s'attendait à ce que j'allaite, que je proteste, que je négocie. Je me suis juste contenté de sourire. C'était le moment, l'aboutissement de 5 années de planification. Il semble y avoir un malentendu, dis-je, parlant pour la première fois. Ma voix était calme, ferme, et dépourvue d'émotion. Vous avez raison. Il y a une dette, mais vous vous trompez sur qui la doit. David glissa un autre dossier, beaucoup plus épais, sur la table. Depuis 9 mois, le prêteur original a vendu ce portefeuille de dette. Vos clients ne sont plus endettés auprès de la banque. Mon père leva les yeux, une lueur d'espoir dans les siens. Qu'est-ce que cela signifie? Leur avocat ouvrit le nouveau dossier. Il commença à lire, son visage passant de confus à pâle.
Il feuilleta page après page de relevés financiers, d'accords d'achat et de documents de propriété d'entreprise. Ce n'est pas possible, murmura-t-il, levant les yeux vers David, puis vers moi. Tout est parfaitement légal, dit David. La note de dette pour la propriété au 125 rue des Érables et toutes les responsabilités associées sont désormais entièrement détenues par ADB Investissement. Ma mère semblait stupéfaite. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Je me penchai en avant, posai mes mains sur la table et les regardai chacun dans les yeux pour la première fois. D'abord Sébastien, qui se tassa sur sa chaise. Puis mon père, qui avait l'air sur le point d'être malade, et enfin ma mère. Je suis ADB Investissement, dis-je. Le A est pour Alexandre. Le D est pour Dubois. Le B est pour bâtisseur. Je possède votre dette. Je possède votre maison. Vous ne traitez plus avec une banque. Vous traitez avec moi. Le silence dans la pièce était absolu. C'était si calme que j'entendais le léger bourdonnement de la climatisation. La couleur quitta le visage de ma mère. L'indignation vertueuse avait disparu, remplacée par un choc pur et sans phare. Mon père me fixait, la bouche ouverte. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Leur avocat feuilletait frénétiquement les papiers, mais il savait que la preuve était irréfutable. Ils étaient légalement piégés. L'arme qu'ils avaient forgée pour l'utiliser contre moi était maintenant dans ma main, et je la pointais droit sur eux. Échec et mat, dis-je, en gardant ma voix basse. Puis j'ai exposé mes conditions. Ce n'était pas une négociation. C'était un verdict. Voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix perçant le silence stupéfait. Je ressentais un étrange sentiment de détachement, comme si j'étais un ingénieur examinant un plan, indiquant les défauts avant la démolition. La dette totale que vous devez à ma société sera complètement annulée. J'absorberai la perte. Une lueur d'incrédulité, d'espoir désespéré, traversa le visage de mon père. Ma mère semblait méfiante, cherchant le piège. En échange, continuai-je, mes yeux fixant les siens. Vous signerez tous ceci. David glissa un troisième et dernier document sur la table. C'était un accord de rupture légalement contraignant. Ce document stipule plusieurs choses. Premièrement, vous renoncerez à toute réclamation future, financière, légale ou autre, contre moi, Alexandre Dubois. Vous ne me contacterez plus jamais. Ni par téléphone, ni par courriel, ni par l'intermédiaire d'un tiers. À toute fin légale et pratique, je cesserai d'exister pour vous, et vous pour moi. Je fis une pause, laissant le poids des mots s'installer. Deuxièmement, dis-je, tournant mon regard vers mon père. Vous consentirez à la vente immédiate de la maison. Sur les bénéfices, après règlement de tout autre privilège mineur, une somme de 50 000 € sera placée dans une fiducie pour Camille en guise d'héritage. La part que vous lui auriez refusée. Elle l'obtient maintenant. Le reste des bénéfices, s'il y en a, est à vous, pour en faire ce que vous voulez. Ma mère retrouva enfin sa voix, un murmure étranglé et venimeux. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas juste nous acheter et ensuite nous jeter. Vous vous trompez, dis-je, ma voix comme de la glace. Vous m'avez jeté il y a 5 ans, à votre table de Thanksgiving. Je ne fais que finaliser les documents. Vous avez essayé d'utiliser une arme financière pour me ruiner. Au lieu de cela, vous m'avez donné le pouvoir de vous retirer légalement et définitivement de ma vie. Vous avez construit cette prison. Je ne fais que verrouiller la porte en sortant. J'ai regardé Sébastien. C'est le prix de votre connexion spéciale. J'ai regardé mon père. C'est le prix de votre lâcheté. Et j'ai regardé ma mère. C'est le prix d'avoir choisi un favori. Leur avocat, un homme vaincu, lut l'accord. Il savait qu'il était inattaquable. Il regarda ses clients. C'est son droit, dit-il calmement. Il possède la dette. Ce sont ses conditions. Acceptez-les, ou il saisira et vous repartirez sans rien. Il n'y avait pas de choix. Le combat était terminé. Un par un, ils ont signé. La main de mon père tremblait si fort qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Sébastien a griffonné son nom sans le regarder. Ma mère fut la dernière. Elle fixa le papier, puis moi, ses yeux brûlants d'une haine si pure qu'elle en était presque belle. Elle signa son nom d'un trait d'encre vicieux. Nous nous sommes levés. David rassembla nos copies des documents. Monsieur Martin posa une main ferme et solidaire sur mon épaule. Allons-y,
Alexandre, dit-il. Alors que nous marchions vers la porte, mon père m'appela par mon nom. Mon ancien nom. Alexandre. Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas retourné. Je suis désolé, étouffa-t-il. Je n'ai jamais. J'ai été faible. Je sais, dis-je sans me retourner. Et je suis sorti de cette pièce et de leur vie pour toujours. Les suites furent rapides et cliniques. La maison fut vendue en 1 mois. Je ne l'ai jamais revue, mais l'agent immobilier a envoyé des photos après qu'elle eût été vidée. Ce n'était plus qu'une coquille, dépourvue des souvenirs et de la douleur. J'ai supervisé les transactions financières depuis l'Occitanie, m'assurant que la fiducie de Camille était immédiatement établie. Elle m'a appelé le jour où l'argent a été versé. Elle pleurait. Je n'arrive pas à y croire, Alexandre, sanglota-t-elle. Je peux enfin partir. Je peux reprendre mes études. Je peux avoir une vie. Tu le méritais, M, dis-je, une boule se formant dans ma propre gorge. Tu le méritais depuis le début. Merci, murmura-t-elle. Pas seulement pour l'argent. Merci de m'avoir montré ce à quoi ressemble la force. Plus que toute autre chose, cela ressemblait à une victoire. Une semaine plus tard, la démolition de la maison fut prévue par les nouveaux propriétaires qui prévoyaient de construire une maison plus grande sur le terrain. Ma société n'était pas impliquée. C'était un détail d'une version plus ancienne et plus dramatique de ce fantasme. La réalité était beaucoup plus propre. Je n'avais pas besoin de la voir se faire démolir. Les fondations étaient pourries depuis des années. Elles s'étaient effondrées au moment où ils avaient signé ces papiers. J'ai reçu un dernier rapport de mon détective privé, une sorte d'épilogue. La relation de Sébastien et Sophie, déjà tendue par la pression financière, s'était brisée. Elle l'avait quitté. Le mariage de mes parents, tenu ensemble par l'habitude et la volonté de faire de ma mère, n'avait pas survécu à la perte de leur maison et de leur statut. Ils s'étaient séparés. Ma mère travaillait comme caissière. Mon père vivait seul dans un petit appartement à Grenoble. Sébastien était de retour là où il avait commencé, au sous-sol de quelqu'un, chez des amis cette fois, essayant toujours d'écrire son chef-d'œuvre. J'ai lu le rapport et je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti du calme. Le calme d'une tempête qui est enfin passée. La guerre était terminée. Et j'avais gagné. Non pas en les détruisant, mais en me sauvant. 2 ans ont passé. 2 années calmes, paisibles, merveilleuses. Le silence de l'Auvergne-Rhône-Alpes était absolu. C'était comme si la famille Lefebvre avait existé dans une autre vie, pour une autre personne. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La vie d'Alexandre Dubois était pleine. Ma relation avec Julie s'était approfondie pour devenir un véritable partenariat. Nous avons acheté une maison dans une banlieue tranquille de Toulouse, une avec un grand jardin et un chêne étendu. Nous l'avons remplie non pas d'objets chers, mais de rires, d'amis, et de l'odeur de l'incroyable cuisine de Julie. Elle était mon roc, ma confidente, ma maison. 1 an après la médiation, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans notre cour, entourés d'une poignée d'amis proches, notre famille choisie. Monsieur Martin m'a accompagné dans l'allée. Étage 6 mois après cela, notre fils Léo est né. En le tenant pour la première fois, ce petit être humain parfait, j'ai senti un changement profond en moi. Toute la colère restante, l'amertume persistante que je nourrissais envers mon ancienne famille, elle s'est juste évaporée. Cela n'avait plus d'importance. C'était éclipsé par cet amour féroce et dévorant. J'ai regardé mon fils, dormant dans mes bras, et je lui ai fait une promesse silencieuse, je ne le laisserai jamais se sentir invisible. Je ne le laisserai jamais douter de sa valeur. Je lui donnerai la seule chose que je n'ai jamais eue, une famille construite sur une base d'amour inconditionnel et de vérité. Ma vie était à 1000 lieues de la froide salle de conférence à Lyon. Mon travail était florissant, mais il ne me définissait plus. Mes soirées et mes week-ends étaient pour ma famille, pour les sorties au parc, pour construire des châteaux Lego sur le sol du salon, pour lire des histoires au coucher jusqu'à ce que ma voix soit. J'étais heureux, véritablement, profondément heureux. Camille était une partie régulière de notre nouvelle vie. Avec l'argent de sa fiducie, elle avait déménagé à Montpellier, terminé son diplôme en travail social, et travaillait maintenant avec des jeunes à risque. Elle s'épanouissait. Elle venait en avion à Toulouse pour les fêtes, et la voir jouer avec Léo, son visage plein de joie, était un cadeau. C'était la seule bonne chose que j'avais réussi à sauver de l'épave de mon passé.
Elle me tenait informé, dans les grandes lignes, de la famille. Les nouvelles étaient toujours relayées avec une sorte de tristesse détachée. Le divorce avait été prononcé. Sébastien dérivait, passant d'un emploi subalterne à un autre. Marguerite était amère, blâmant tout le monde sauf elle-même pour sa chute. Puis, un samedi après-midi ensoleillé, une lettre est arrivée. Elle était adressée à Alexandre Dubois. L'écriture était tremblante, peu familière, mais l'adresse de l'expéditeur était un petit appartement à Grenoble, la nouvelle adresse de mon père. J'ai hésité à l'ouvrir. Une partie de moi voulait juste la jeter à la poubelle, respecter l'accord de rupture à la lettre, mais la curiosité et peut-être un besoin de clôture finale ont eu le dernier mot. Je l'ai ouverte. La lettre était courte, juste une page, écrite de la main tremblante de mon père. Ce n'était pas une supplique pour le pardon. Ce n'était pas une demande d'argent. C'était une confession. Alexandre, commença-t-elle. Je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire. Je ne demande rien. J'ai juste besoin de te dire la vérité pour mon propre bien avant qu'il ne soit trop tard. Je suis un lâche. J'ai été un lâche toute ma vie. J'ai laissé ta mère tout diriger parce que c'était plus facile que de me battre. Je l'ai laissé transformer Sébastien en ce qu'il est. Et je l'ai laissé te rabaisser parce que ta force me faisait toujours ressentir ma propre faiblesse. Mais le prêt, c'était mon péché, pas seulement le sien. J'ai besoin que tu connaisses la vérité. L'atelier de menuiserie n'était qu'une histoire. L'argent n'était jamais pour cela. C'était pour payer les dettes de jeu de Sébastien. Il s'était mis dans de sérieux ennuis avec des gens très dangereux. Il est venu nous voir terrifiés. Ta mère, elle a inventé le plan. Elle a dit que tu étais le seul avec le crédit et les revenus pour obtenir un prêt aussi important, aussi rapidement. Elle a dit que c'était ton devoir en tant que fils et frère. Elle m'a dit de te mentir. Elle m'a coaché sur quoi dire, comment faire en sorte que ça parle de mon rêve. Et je l'ai fait. J'ai regardé mon propre fils dans les yeux et je lui ai menti pour sauver son frère. Ce fut le moment le plus honteux de ma vie. Et j'ai vécu avec cela chaque jour depuis. Je ne suis pas resté les bras croisés et je ne t'ai pas laissé être trahi par ton frère et ta fiancée. J'ai activement participé à te trahir bien avant cela. Je t'ai sacrifié pour lui. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne le mérite pas. Je ne pouvais simplement plus vivre avec moi-même en sachant que tu pensais que ce n'était qu'un prêt d'entreprise raté. Tu mérites de connaître la pleine profondeur de ce que nous t'avons fait. Tu as construit une meilleure vie sans nous et tu l'as entièrement mérité. J'espère que tu es heureux. Robert. J'ai lu la lettre 2 fois. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Dette de jeu. Ce n'était pas juste du favoritisme. C'était une dissimulation désespérée et laide. Cela a recontextualisé tout. La pression, la manipulation, la pure désespérance derrière leurs mensonges. C'était pire que je ne le pensais. Tellement pire. Julie est venue se tenir derrière moi, lisant la lettre par-dessus mon épaule. Elle a passé ses bras autour de ma taille. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, pliant la lettre avec soin. J'ai regardé par la fenêtre notre fils, riant alors qu'il poursuivait un papillon dans le jardin. « Ouais » dis-je, la voix étranglée par l'émotion. « Je pense que oui. » La lettre n'était pas une absolution pour lui, mais c'était une sorte de liberté pour moi. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. J'ai enfin compris toute l'étendue de la conspiration contre moi. Et j'ai compris que le dernier acte de mon père n'était pas une tentative de réconciliation, mais une tentative désespérée de retrouver une petite partie de son âme en disant la vérité. Cela n'avait rien à voir avec moi. Pas vraiment. Il s'agissait de lui, et c'était bien ainsi. Son chemin était le sien. Le mien était ici au soleil, avec ma vraie famille. Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Il n'y avait plus rien à dire. Je l'ai mise dans une boîte au fond de mon placard, avec les autres artefacts de ma vie passée. Un fantôme à reconnaître, mais qui ne serait plus jamais autorisé à hanter mon présent. Ma vie a continué sur sa nouvelle trajectoire lumineuse. Mon fils, Léo, a maintenant 5 ans, et il a une petite sœur, Clara. Notre maison est bruyante, désordonnée et remplie de plus d'amour que je n'aurais jamais cru possible. Julie et moi formons une équipe, naviguant ensemble dans le beau chaos de la parentalité. Mon entreprise a grandi et je suis maintenant associé dans le cabinet.
J'ai bâti une carrière sur la création de fondations solides et j'ai essayé de faire de même avec ma vie. Parfois, quand je couche mes enfants, je pense au concept de famille. Je suis né dans une, mais elle était structurellement fragile, construite sur des mensonges et du favoritisme. L'effondrement était inévitable. La véritable tragédie est qu'ils n'ont jamais compris pourquoi elle est tombée. Ils ont blâmé la tempête, pas les matériaux défectueux qu'ils avaient utilisés pour la construire. Mais ensuite, je regarde Julie, Léo et Clara, et Camille quand elle vient. Et je réalise la leçon la plus importante que j'ai jamais apprise, la famille dans laquelle on est une question de hasard. Mais la famille que l'on construit est une question de choix. J'ai choisi l'honnêteté. J'ai choisi le respect. J'ai choisi l'amour qui se gagne et se donne librement, et non pas qui est exigé comme un devoir. J'ai choisi ma famille et ils m'ont choisi. La lettre de mon père m'a appris une dernière leçon. La satisfaction que j'ai ressentie dans cette salle de conférence ne concernait pas la vengeance. Je le vois maintenant. Il s'agissait de justice. Pas une justice flamboyante et dramatique, mais une justice froide, précise et légale. C'était l'ingénieur en moi qui équilibrait enfin une équation bancale. Je n'ai pas détruit leur vie. J'ai simplement retiré mon soutien, et leur propre dysfonctionnement a fait le reste. J'ai retiré mon pouce de la balance et elle a basculé là où elle était toujours censée être. La plus grande victoire n'a pas été de les voir tomber. Ce fut d'avoir la force de partir, l'intelligence de me protéger et le courage de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui est vraiment à moi. Ma vengeance n'était pas leur misère. C'est mon bonheur. Et c'est un bonheur pour lequel j'ai travaillé, que j'ai construit à partir de zéro, et que personne ne pourra jamais me prendre à nouveau. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est une chose étrange, la famille, et les chemins que nous devons emprunter pour trouver notre propre sentiment de paix. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre bien-être? Je serais honoré d'entendre parler de vos expériences. Veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer ce qui suit.